Bonjour à toutes. Je me présente Michelle Sogip, présidente fondatrice de l'association Handicapés et Fiers. Je m'excuse pour le retard qu'on a accusé. On a eu quelques soucis avec la technique et je vous remercie pour votre présence. Donc là, on ne va plus tarder. On va lancer le documentaire et après, on pourra échanger pendant une vingtaine de minutes. Je vous remercie. J'ai dit à mon ex-mari, prends une deuxième femme. À cette concession-là, je Bon, je suppose que c'est... Christelle. Et mais là, tu m'aimes que je te l'ai jamais dit que je t'aimais. Tu vois, la relation, est-ce que je t'ai dit un jour dit que je t'aimais? Avec le père de mon enfant, nous sommes en séparation. Chacun a pris sa route, mais ça n'a pas dégradé nos relations. On a des relations amicales. Présent dans la vie de ses enfants, ça dépend du degré. C'est la peur. C'est la peur. Déjà, les femmes même, sans être handicapées, parlent peu des viols. People often forget or neglect the fact that women with disabilities are sexual beings with a right to sexual pleasure. Notre aventure avec ces femmes au parcours exceptionnel démarre ici à Douala. Douala, la capitale économique du Cameroun, paradis des résilients, ville de tous les possibles. C'est ici à PK10, un quartier populaire reconnu pour ses énormes décharges, qu'est mon rendez-vous. Dans ce quartier où les habitants ont décidé de garder le sourire malgré la conjoncture, je vais à la rencontre d'une femme extraordinaire au parcours inspirant. Please put me powder. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je reçois quelqu'un de spécial pour une cause spéciale. Et donc, quand on reçoit quelqu'un de spécial, on se prépare. Michel s'est retrouvé, après un accident de voiture, cloué dans un fauteuil roulant il y a 10 ans. Elle souhaite aujourd'hui me parler de ses combats pour les femmes vivant avec un handicap.
ces femmes que la société semble avoir oubliées. Toc, toc. Y a quelqu'un? Oui, Hey, tes amants par où? je suis dans la chambre. Ok. Je vais chercher. Hello. Hey, Bonjour. bonjour. Ok, c'est toi qui es à peigna comme ça le matin. Oh, merci. Ouais, c'était tôt le matin, mais tu es déjà sapé. Je vais parler bien aujourd'hui. Hilda, please, my class. Faut dire que je suis un chanceux, hein. Je C'est suis, quand même toi. je Are you suis going with me? carrément dans ta chambre, chez toi. C'est, c'est pas difficile d'ouvrir son intimité comme ça. Plus ou moins. La vérité, c'est que une fois qu'on a un handicap aussi lourd qui nous rend dépendants pour quasiment tout, la notion d'intimité elle disparaît. J'ai, je n'ai quasiment plus d'intimité. Ça disparaît et puis après, on s'adapte. Adieu. Honnêtement, parfois c'est difficile. Parfois c'est difficile. Parfois j'aimerais bien avoir mon espace dans lequel on n'entre pas forcément, où tout le monde est présent, où il y a quelqu'un qui va, par exemple, si on doit te changer, si on doit te donner ton bain. C'est des choses qui sont un peu difficiles. Donc aujourd'hui, tu peux plus te permettre d'utiliser l'expression mon espace. Honnêtement, non. La seule chose qui me reste et que je considère comme mon espace, c'est mon cerveau. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Je vais pas dire avec l'autorité, mais avec la sensation qu'on prend des décisions à ma place. Parce que je dis, mon cerveau, c'est tout ce qui me reste. C'est la seule chose sur laquelle j'ai un certain contrôle. Pour le reste, je peux pas grand-chose. Je te vois toute prête. Ça t'a pris combien de temps pour t'apprêter? Maintenant, ça me prend entre 1h30 et 1h45. Pratiquement 2 heures. Oui, pratiquement 2 heures. Et maintenant, je dois aller au bureau. Je suis debout à 4 heures pour être sûre d'être prête à 6h15 pour qu'on puisse quitter la maison et que j'arrive. C'est tout. Et ça a toujours été comme ça? Non, non, ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, je fais l'accident en 2013. Après l'accident, ma paralysie, elle est à 88%. Donc, je peux plus rien faire. Je suis dans un état d'extrême fragilité où le moindre faux geste, je clame. La vie de Michel a radicalement changé après cet accident. Incapable de prendre soin d'elle, la brillante étudiante s'est retrouvée totalement dépendante de son entourage. Michel n'est plus capable de prendre son bain toute seule depuis 2013. Ça fait 10 ans que je me lave plus seule. Ça fait 10 ans qu'il y a quelqu'un qui me donne mon bain. Les premières années, c'était mon frère aîné, Willy. Parce que quand je fais l'accident, il laisse tout tomber pour pouvoir prendre soin de moi. Et ça a été assez compliqué parce que comme c'était lui qui l'a fait pendant pratiquement près de 5 ans, sans que personne d'autre ne le fasse. Quand il faut laisser entrer une tierce personne, là je parle de l'assistante de vie, c'est autant compliqué pour lui que pour moi. Pour lui parce qu'il se demande, est-ce qu'on va prendre soin de moi correctement? Et parce qu'avant, ça y avait quelques soucis, parce qu'on avait essayé déjà avec d'autres personnes de voir comment ça pouvait se passer. Et l'hygiène n'était pas formidable. J'avais presque tout le temps des infections. Donc, niveau hygiène, c'était pas formidable. Ça fait qu'on a coupé, il s'est dit, OK, je le fais, c'est mon devoir. Mais à un moment donné, je devais lui donner sa liberté. Je ne pense pas que William ressenti une quelconque peine. Il l'a pas pris comme une fatalité ou comme un fardeau. Il s'est dit, c'est moi, c'est mon devoir. Je le fais. Mais pour moi, ça a été difficile parce que je m'imposais à lui. Je lui imposais la difficulté de mon handicap.
Je dis parfois si j'avais été juste paraplégique, donc juste une paralysie des pieds, je pense que je l'aurais beaucoup mieux vécu parce que je ne me serais pas sentie être un fardeau pour lui. Donc avec lui, il n'y a jamais eu de barrière. Il y a toujours eu des blagues pendant qu'il me donnait mon beurre. On discutait de tout et de rien. C'était une scène, c'était notre normalité. Avec mon petit frère Quentin, parce qu'après, il s'est dit, je dois pouvoir le faire. Puis il peut être malade, puis il peut voyager, puis il peut avoir un empêchement. Avec Quentin, par contre, ça a été un peu plus difficile. Ce que je trouvais curieux parce que je me dis avec son quota spirit, C'est ton petit frère. c'est mon petit frère. Je me dis avec tout ton quota spirit, attends, je sais pas la première que tu vois nu. Mais après, je suis sa sœur. Donc, ça a été un peu compliqué, mais après, c'est pas si grave. Mais aujourd'hui, je suis heureuse parce que je pense que je reviens de loin. Je pense que je reviens de très loin. Quand je vois ma situation, je vois celle d'autres personnes en situation de handicap. Je me dis, Michel, tu n'as pas le droit de te plaindre. Quand je vois ce qu'on fait comme sacrifice pour moi, je me dis, tu n'as pas le droit de me plaindre. Quand je te vois même toi, tu aurais pu ne pas être là. Tu aurais pu dire non. Tu as mille et une occupations entre tes tournées, tes tournages, ton travail. Mais tu es là. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Ou est-ce que j'ai le droit de me dire, c'est la fin? Pour être honnête, je pleure. Ça m'arrive parfois de pleurer. Mais après, quand je pense à tout ça, à toutes ces personnes autour de moi, ils peuvent dire non. Ils peuvent dire on n'est pas là. Ils peuvent dire démerde-toi. Mais ils sont là. Je me dis, Michel, tu t'en sens pas si mal, toi. Lorsqu'il a gagné, elle l'a prise dans ses bras avec un chapelet. Et je me dis, c'est une compagne de vie, elle est là, elle le soutient, elle l'accompagne, elle croit en ses rêves, elle reste dans l'homme, mais elle est présente. Donc quand je dis mon Georgette, c'est un homme qui me soutient, qui croit à mes rêves, qui pourrait accepter d'être dans l'ombre pendant que j'essaye de tracer ma voie et qui en veille contre tout sera présent. Alors, tu es à la quête d'un homme idéal qui n'est pas encore là, mais est-ce qu'il y a quand même des hommes qui sont pas parfaits dans... Ça fait quelque temps que je suis seule. Et Et après l'accident de 2013, tu as mis combien de temps avant de recommencer à faire l'amour? non, après 2013, après l'accident de 2013, je me suis mariée. 2 mois après, je me suis mariée. Le temps que physiquement je puisse aller mieux et qu'on ait aussi l'aval des médecins, ça a pris 3-4 mois avant qu'on puisse de nouveau avoir des relations sexuelles. Entre-temps, on essayait de gérer autrement. Donc, je vais dire, j'ai pas mis long avant d'avoir une vie sexuelle. On s'est séparés en 2016. Le divorce a été prononcé en 2018. Je pense que ça a été le moment le plus difficile de ma vie après le handicap. Le handicap en lui-même ne m'a pas assommé comme mon divorce. Mais ça a été un mal pour un bien. Et pourquoi vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question à laquelle j'ai un peu du mal à répondre. Parce que je pense
que nous sommes partis. Le succès d'un couple, c'est 2 personnes. L'échec d'un couple, c'est 2 personnes. Il a fait du mieux possible. Maintenant, avec l'entourage, ce n'était pas toujours évident. Moi, par exemple, on m'a dit que je suis inutile parce que j'étais devenue handicapée. On m'a dit que j'aurais dû mourir plutôt que de vivre comme ça. On m'a dit que j'étais un fardeau pour mon mari, mon ex-mari. J'étais un gouffre financier. Donc, le gros des problèmes, ça va être à mon handicap. Parce qu'après, on se dit, elle est en fauteuil roulant, est-ce qu'elle peut avoir un enfant? Et donc, j'ai fait une fausse couche je pense que c'était en fin 2015. Et je crois que c'est à partir de là que tout a vraiment volé. Est-ce que tu avais des concessions que tu étais prête à faire, vu que tu étais handicapée? Oui, parce que à un moment donné, le problème de la maternité s'est posé. Et dans mon parcours médical, lorsque je posais la question aux médecins, ils éludaient un peu. Il y en a un qui m'a dit, pourquoi je pensais être enceinte, est-ce que c'est pas un problème sur un autre problème? Et donc je me disais, je ne peux pas faire d'enfant. Surtout que ça faisait environ 1 an qu'on essayait. J'ai dit à mon ex-mari, prends une deuxième femme et qu'elle te fasse des enfants. Cette concession-là, j'étais prête à la faire. Un triste épisode qui, loin de l'affaiblir, a suscité en Michel une passion pour la défense des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles en situation de handicap. La vie lui a certes volé sa mobilité, mais elle s'est trouvée un cheval de bataille. Ok. Donc, dis-moi un peu, lorsque tu viens dans des espaces publics comme ça, est-ce que c'est tous les espaces qui ménagent des commodités pratiques pour les handicapés? Non, c'est pas tous les espaces. Et puis, il y a encore même les hôpitaux. Il y a des hôpitaux, tu arrives et niveau accessibilité, c'est pas ça. Depuis que Michel s'est lancée dans la vie associative, elle rencontre plusieurs femmes en difficulté dans le cadre des activités de son association, Handicapées et Fières. Cet après-midi, Michel nous amène à la rencontre de Christelle, une amie vivant avec un handicap qui est devenue un appui tout au long de ce périple. Il y a un ascenseur dans le Gérard. C'est bon, on est arrivé. Enfin arrivé. Hey, Alors, je suppose que c'est... Christelle. Ah. Enchanté, Christelle. Enchantée, Tu vas bien? Je vais bien, merci. Donc, Christelle, c'est... Christelle, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée dans le cadre des activités de l'association Handicapées et Fières. Depuis lors, elle m'accompagne dans pas mal de projets. On sera d'ailleurs ici dans quelques jours pour une causerie éducative sur les droits sexuels et reproductifs des femmes et filles en situation de handicap. En tout cas, Christelle, c'est un plaisir de te rencontrer. Michel m'a dit beaucoup de bien sur toi. Je vous propose, si ça ne te dérange pas, qu'on aille discuter auprès de la piscine. Pas de souci, allons-y. J'ai eu un accident à l'âge de 3 ans. Une chute d'étage où j'ai perdu l'usage de mes jambes. Je suis restée longtemps à la maison. Je ne savais pas si c'était par manque de connaissances ou par honte. Je suis restée à la maison longtemps, jusqu'à 16 ans. Christelle est une mère célibataire en situation de handicap qui, elle, a connu les joies de la maternité.
Mais comme vous le verrez, dans sa situation, cet exploit n'est pas toujours la garantie du bonheur. Christelle a longtemps été frustrée par sa situation. Cette femme engagée pour la cause de la femme handicapée a néanmoins connu le plaisir de l'enfantement. Son fils de 5 ans, qu'elle élève seule, sa plus belle histoire. Merci Naël. Naël. Oui, il a 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Naël? Naël, c'est ma boule d'énergie. Je n'ai pas encore trouvé le mot exact, mais je ne peux pas vivre sans lui parce qu'il m'apporte beaucoup. C'est pour lui que je me bats chaque jour. Et si on revenait un peu sur les circonstances de la naissance de Naël? Naël est né normalement, juste que durant la grossesse, ça n'a pas été facile, puisque le père de l'enfant m'avait demandé de faire un choix entre lui ou mon enfant. C'est-à-dire? Donc, il ne voulait pas un enfant de moi. Il ne voulait pas un enfant de moi. Vous étiez en relation? Ah oui, dans la version, mais il m'a fait comprendre quand j'ai conçu qu'il était là juste par pitié. Il ne voulait pas d'engagement, d'attachement avec moi. Donc il était venu, il a prétendu être venu vers vous parce qu'il a eu pitié de vous. Oui, et tout cela est sorti après la grossesse. Alors, Ulrich, excuse-moi de te couper. En fait, je voulais lui poser quelques questions. Ok, d'accord. C'est vrai que tu m'as déjà parlé de ton histoire, mais il y a des petits détails que je n'avais pas. Quand tu as voulu être maman, est-ce que tu as pensé au risque autour? Contracter une MST, par exemple. Est-ce que tu as fait des examens avec le papa de Naël? Ah non, je n'ai pas fait d'examen. Quand j'ai voulu avoir un enfant, je me suis causé avec lui. Il m'a fait comprendre. Je voulais qu'on fasse des examens parce que le peu d'études que j'avais eues m'ont permis de savoir qu'il faut faire telle chose. Oui, avant de faire un enfant. Oui. Je lui ai demandé qu'il faut qu'on fasse ces examens. Le VIH et trop fort. Il m'a fait comprendre qu'il a déjà une grande fille. Donc, s'il y a un problème, ça doit venir que de moi. Donc, du coup, je suis allée faire mon test de VIH et trop fort. Oui, où on m'a dit que tout allait bien, je peux concevoir. Et lui savait déjà tout de son côté santé, puisque c'était un sportif. Lui qui faisait examen tout le temps. C'était un peu ça. Donc, si je comprends bien, tu lui as fait confiance. Tu l'as cru sur parole quand il t'a dit qu'il n'a rien. Tu avais peur d'insister et de le perdre ou c'était juste ok, je lui fais confiance? Je lui ai fait confiance et vu sa profession en fait, comme il était sportif. Et oui, j'avais déjà eu à rencontrer sa fille. Et que donc, il reste à moi maintenant de faire. Puis je suis allée faire, tout allait bien, c'était normal. Oui. Et quand je lui ai dit, il a dit que c'était toi. S'il devait avoir un problème, ça devait être toi. C'était un peu ça. Dis-moi, est-ce que après ton accouchement, tu as été suivi par le personnel médical, notamment par rapport au planning familial, et MST? Après mon accouchement, puisque j'ai fait 5 jours à l'hôpital, comme j'ai accouché par césarienne, aucun infirmier n'est venu vers moi en dehors des rondes pour contrôler si tout allait bien. Aucun infirmier n'est venu vers moi pour essayer de m'apprendre plus sur le planning familial. Donc, je suis sortie de là sans avoir un plus concernant le planning familial. Tu es restée à la maison de 3 ans, pratiquement 16 ans. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu as eu une éducation sexuelle? Est-ce que tu as parlé de sexualité avec tes parents? En fait, je n'ai pas eu d'éducation de causerie concernant le sexe avec mes parents. Donc, c'était plutôt du genre que
Donc, il n'y a pas de dialogue entre moi et mes parents. Pour eux, c'est qu'elle mange, elle dort, elle boit, elle sauve, elle est en santé. Donc, je n'ai pas eu ça. Je peux dire que j'ai juste eu la chance de ne pas avoir contracté une maladie lorsque j'ai commencé à sortir. Oui. C'est tout parce que je n'ai pas eu de conseiller concernant le sexe. Personne. Sur les questions d'éducation sexuelle et reproductive, les femmes en situation de handicap sont-elles oubliées par leurs parents? Combien sont-elles à s'engager dans la vie sexuelle sans être éduquées sur la question et pourquoi? Que fait d'ailleurs l'État du Cameroun qui, le 13 avril 2010, a signé une loi portant protection et promotion des personnes handicapées? Le Cameroun qui a également ratifié plusieurs accords internationaux. Pour trouver des réponses à ces questions, j'ai pris rendez-vous à Yaoundé, capitale du Cameroun, avec Comfort Moussa. Elle est journaliste et activiste. Elle organise régulièrement des activités liées à la problématique de prise en charge des personnes en situation de handicap. Alors, dis-moi, c'est quoi le lien qui peut exister entre les droits sexuels et reproductifs et les autres droits, notamment l'éducation, le travail et la participation de la femme à la vie publique? Often when people talk about the rights of persons with disabilities, especially women with disabilities, they limit it to the right to go to school or access to work or travel. People often forget or neglect the fact that women with disabilities are sexual beings with a right to sexual pleasure, with a right to a choice of how they want their reproductive health to be. And so the right to sexual and reproductive rights, for me, is the same, is as powerful, is as relevant, is as important as the right to go to school and the right to work. And this must be talked about, and this must also be granted to the women with disabilities. À ta connaissance, à toi, qu'est-ce qui se fait déjà au Cameroun concernant la situation de la femme, de la santé sexuelle de la femme en situation de handicap? So Cameroon as a nation has many laws that protects persons with disabilities, and it involves women with disabilities. We have signed international conventions, to protect the rights of persons with disabilities. And so our laws are very good on paper, but then in practice, what is being done, especially again, we come back to the issue of sexual and reproductive health. When you have if you go to a clinic that has antenatal services where pregnant women come, how many times do you have somebody who can do it in sign language? When they're distributing materials, how many times do you see the material in Braille or really good audio explanations? Many NGOs have reproductive health programs, and sometimes they put a number. They say if you need help, call this number. But not every lady is able to take their phone and call because some of them cannot talk. So when it comes to reproductive health, women with disabilities in Cameroon are largely excluded. Plusieurs femmes invalides sont victimes d'abus en tout genre, viols ou même des violences psychologiques. Pourtant, vous le verrez, les chiffres sont presque inexistants. Emmanuelle est une activiste de premier plan et ce soir, elle est invitée dans une radio locale pour parler de ses activités. Il y a quelques années déjà, son association a publié un document sur les violences et les abus sexuels subis par les femmes invalides.
Emmanuelle Tchotchom est notre invitée aujourd'hui. Elle est directrice exécutive d'un des réseaux les plus puissants au Cameroun qui défend les personnes handicapées. Je défends non seulement les droits des femmes et des filles handicapées au Cameroun, mais également en Afrique centrale et dans le monde. Alors, on vous a invité notamment au sujet d'une enquête que vous avez menée il y a quelque temps, mais avant d'y parvenir, est-ce que c'est facile d'avoir des chiffres sur les violences, notamment à caractère sexuel, faites aux personnes handicapées? C'est très difficile de trouver des chiffres parce que déjà l'étude que nous avons menée en 2014 reste à date l'une des études scientifiques qui traite des questions des abus sexuels à l'endroit des femmes et des filles en situation de handicap. Et déjà, nous pouvons dire, même pendant les interviews, seulement 3,6%, peut-être moins de 4% des femmes handicapées ont pu répondre ou dénoncer ces abus sexuels-là. Mais par contre, nous avons fait une observation générale, c'est que après avoir mené l'étude qui avait une approche personnalisée, lorsque nous avons fait des sensibilisations, des matinées de sensibilisation et de causerie éducative avec les femmes et les filles, c'est là que les femmes et les filles se sont ouvertes et on a pu constater pendant ces échanges que la quasi-totalité des femmes et des filles handicapées pendant les causeries éducatives étaient victimes de viols ou d'abus sexuels de manière générale. Donc, les données en elles-mêmes sont quasi inexistantes, mais c'est aussi l'occasion pour nous de demander à ce que les organisations de promotion des droits de l'homme en général s'intéressent aussi à la question des violences que subissent les femmes et les filles handicapées au Cameroun, qui représentent un grand nombre, parce qu'elles n'en parlent pas, mais la quasi-totalité le vivent au quotidien. Comment les organisations et actrices de la défense des droits humains peuvent-elles mieux inclure les femmes et les filles en situation de handicap dans leur action pour la défense des droits sexuels et reproductifs? Je pense qu'il faut déjà penser à prendre en compte les besoins spéciaux des femmes et des filles handicapées pour pouvoir développer des actions particulières à mener en faveur de la lutte contre les violences faites à ces femmes. Alors, dites-moi, pourquoi on n'en entend pas parler? C'est la peur. C'est la peur. Déjà, les femmes même, sans être handicapées, parlent peu des viols. Il faut se retrouver parfois dans les counseling, dans les séances d'échange et autres pour que ces femmes fassent allusion aux difficultés qu'elles rencontrent. Donc, c'est la peur, deux, le manque de considération des violences qu'elles subissent, et trois, également, la stigmatisation permanente au sein de la société qui en quelque sorte, font en sorte que les femmes et les filles handicapées se referment. Pendant l'émission, Emmanuelle s'est ouverte aux journalistes. Elle a déclaré pour la première fois avoir été victime de viol. Un acte déshonorant qui est devenu le socle de son activisme. Bon, malheureusement, moi aussi, j'étais victime de viol. Mais... Ah ouais, pourquoi tu n'en parles pas? Non, je ne voulais pas en parler. Je n'ai même jamais en parlé. Même pas à la famille? Non, c'était un inconnu. Ça s'est passé très mal. J'étais bastonnée. C'était pas beau du tout. Tu comprends celles qui ne parlent pas? Oui. C'est pour ça que je ne les juge pas. C'est pour ça juste que je dis, c'est difficile d'en parler. C'est difficile. Je sais pas, c'est pas que j'ai honte, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui m'a quitté dès cet instant. J'ai l'impression que je suis même pas quelqu'un en fait. C'est pour ça que je ne peux qu'encourager les femmes et les filles, surtout handicapées, à dénoncer leur bourreau. Aujourd'hui, grâce aux femmes comme Emmanuelle et aux associations comme Handicapés et Fiers, les femmes invalides sont de plus en plus informées sur les questions des droits sexuels et reproductifs. Apprendre à dénoncer les cas d'abus et de violences sexuelles. Ici en image, une des formations organisées à Douala. Déjà, on enlève de l'emballage. Voilà. On le jette à la poubelle, s'il vous plaît. On pince. Approche le membre. Et on le déroule là. Quand on finit,
La sensibilisation a sauvé la vie de plus d'une d'entre elles. Angéline, présidente de la coordination nationale des associations des étudiantes en situation de handicap, a pu s'insérer dans la société grâce à cette sensibilisation. Maman de magnifiques enfants, elle prend la vie avec humour. Elle se confie sans tabou sur la sexualité et l'amour. Si Michel a donné son adresse, c'est surtout parce qu'elle la considère comme une inspiration dans cette lutte acharnée pour le respect des droits des femmes vivant avec un handicap. Angéline vit à Yaoundé. Hello, hey, Angéline. Ah, bonjour, Julie. Bonjour, comment tu vas? J'ai peur, je vais salir ton sol. Attends, j'enlève la chaussure carrément. Non, tu ne vas pas quand même t'enlever les chaussures. Ah. C'est chez toi ou bien? Ah, ça c'est ma maison. C'est moi qui ai construit cette petite baraque que tu vois là. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai réussi à mettre ma famille dans l'abri. Il y a quelques images, quand même quelques photos dans ton salon. Tu me parles un peu des personnes sur ces photos? C'est ma maman. Elle est là dehors. C'est ma maman, lorsqu'elle travaillait encore, elle était greffier. Oui, c'est elle là-bas. Et papa? Papa et maman se sont séparés quand j'avais 1 an. Papa vit au village. De temps en temps, je peux lui rendre visite. Je vais en vacances, j'emmène les enfants en vacances. Tu as combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants? Oui. Avec le même père? Oui, avec le même père. Donc c'est pas... comment est-ce que je veux dire ça? Lui, il t'a accepté malgré ta situation de handicap? Pas du tout. Pas du tout. S'il m'aurait accepté, on serait toujours ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je crois que ce n'est pas le handicap qui a été le facteur majeur de notre séparation. Je crois qu'il y a eu d'autres choses qui ont causé la séparation. Mais il faut dire que les femmes handicapées connaissent aussi les mêmes, on peut dire quoi, les mêmes problèmes que les femmes normales. La déception amoureuse est universelle. Est-ce que tes enfants ont été conçus avec amour? De mon côté, c'était avec amour. De son côté, je ne sais pas, parce que je n'ai pas quelque chose qui va mesurer dans son corps. Vous, les hommes, là, vous êtes trop hypocrites, même d'abord. Hein? Oui. Tu vois un homme là avec une femme là, alors qu'il joue d'au moins dans 5 championnats. Vous êtes les professionnels. Hein? Comment est-ce qu'il a réagi quand il a appris que tu étais enceinte? Comme tous les hommes, non. Donc, ça n'a pas été facile. Comme tous les jeunes, ça n'a pas été facile. Mais ce n'est pas pour dire que le handicap ne joue pas dans certaines relations. Il y a la famille, oui. Il y a l'entourage, il y a la famille qui viennent souvent intervenir. Et c'est le plus souvent le regard de la société sur le handicap, le regard que la société porte sur le handicap, qui est le facteur même de l'échec des relations amoureuses entre les personnes handicapées et les personnes valides. 2 enfants avec le même père? Bien sûr. Parce que tu l'aimais? Je réfléchis encore. Peut-être que je l'aimais dans une autre vie. Michel a tenu à être présente à cette entrevue. Elle a quelques questions à poser à son aîné et pourquoi pas partager son expérience enrichissante. Moi, je prends le relais comme d'habitude. Donc, voilà, moi, je m'en occupe. Hilda, how are you? Ah, ça va? Tout va pour le mieux? Alors, Michel, tu as tenu à ce qu'on vienne voir Angéline? Oui, on a des combats communs, on va dire. La lutte pour l'inclusion, c'est un combat commun qu'on a. La lutte pour l'éducation, c'est un combat commun qu'on a, même si elle est plus centrée sur les étudiants. La lutte pour le respect des droits des femmes et jeunes en situation de handicap, c'est un combat qu'on a en commun, surtout pour tout ce qui a trait à la sexualité, ce qui va avec grossesse, contraception. Alors, tu es très impliquée dans les actions relatives à l'éducation, notamment des étudiants, et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que dans tes activités,
Tu as déjà eu à faire face à des femmes ou des filles qui ont rencontré des difficultés relativement à leur sexualité, tout ce qui est grossesse, contraception, violence sexuelle et autres? Oui, nombreuses. Nombreuses, et je dirais même que ce sont les questions très, très, très récurrentes. Le problème handicap et sexualité. Handicap, c'est quelque chose de très tabou. Déjà, la sexualité est tabou dans nos sociétés, dans nos familles. C'est peut-être avec l'arrivée des réseaux sociaux que les gens arrivent maintenant à s'exprimer sur la sexualité, mais de notre culture, dans la culture africaine, la sexualité est tabou. Et quand on ajoute encore à ça le handicap, le tabou devient plus renforcé. J'ai rencontré des jeunes femmes, je rencontre des jeunes femmes au quotidien qui ont des problèmes. Vous imaginez, on est aujourd'hui en train de nous battre au niveau du ministère de la Santé pour la mise sur pied du concept hôpital inclusif. Hôpital inclusif, pourquoi? Parce que la jeune femme sourde qui va à l'hôpital, qui rencontre un médecin, il y a ce qu'on appelle le secret médical. On est obligé d'appeler l'interprète. Parfois, l'interprète n'est pas disponible. Comment il fait? Les médecins nous posent ce problème-là. Oui, nous voulons prendre en charge les personnes handicapées, les femmes handicapées, mais comment on fait? Vous imaginez, le médecin doit faire une ordonnance à une dame, une jeune fille qui vient avec un problème de grossesse ou bien un problème qui veut faire le planning familial. Mais l'ordonnance, la jeune femme est aveugle, elle est déficiente visuelle. Comment est-ce que le médecin va lui faire l'ordonnance? Le médecin ne connaît pas écrire en braille et la jeune fille aussi ne connaît pas lire l'écriture noire. Donc, il y a autant de questions qui se posent dans la prise en charge des femmes et des jeunes femmes et des jeunes filles handicapées. Il y a l'information. La question de l'information est capitale au niveau des hôpitaux. Maintenant, l'éducation sexuelle des jeunes filles handicapées, pour moi, je pense toujours qu'elle doit commencer dans la famille. Et c'est là où le problème commence. La famille ne considère pas toujours des personnes handicapées comme des personnes pouvant avoir une vie sexuelle. Du coup, les questions-là ne sont pas abordées en famille. Quand on aborde même les questions de mariage, on dit à la jeune fille handicapée ou à la femme handicapée que ça ne te concerne pas. Automatiquement, qu'est-ce qu'elle met dans sa tête? Elle ne voit que le premier individu. On a eu le cas d'une jeune fille déficiente visuelle que sa maman laissait assise dehors. Elle fermait la porte quand elle partait de pas que les bandits arrivent. Et quand on la laissait là, un monsieur venait la porter, aller faire ce qu'il voulait, revenait encore la déposer. Elle n'avait jamais vu le monsieur. Elle est tombée enceinte. On a seulement vu le ventre qui commence à pousser, le ventre qui pousse. Elle ne sait pas qui. Elle dit seulement, il y a un monsieur, elle ne connaît pas le monsieur, elle n'a pas l'identité. Donc, les cas comme ça sont très, très, très récurrents. Quand les premiers hommes sont venus vers toi, quand les premiers garçons t'ont approché, comment tu as réagi? Le premier garçon qui m'a approché, je crois que c'est même le seul homme qui m'a aimé jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, il n'avait pas de stress. Il n'avait vraiment pas de stress. Il ne gérait même pas le handicap. Il n'en parlait même pas. Il n'en parlait pas, mais c'est autour de lui qu'on en parlait, mais lui n'en parlait pas. Il n'en parlait vraiment pas. Ce n'était pas son problème. Il ne gérait pas ça. Et puis, mes difficultés, c'était pas pour lui des difficultés en fait. C'était comme ça que j'ai vécu avec lui. Bon, à l'époque, je voulais aller à l'école, je ne voulais pas avoir une relation parce que mes parents m'ont appris que mon premier mari, ça sera mon salaire, mon travail. Le travail, premier mari de la femme handicapée selon Angéline, mais combien d'entre elles réussissent à trouver un emploi décent pour éviter les pièges des relations sexuelles à risque? De retour à Douala, nous avons rendez-vous avec Michel dans son bureau ce matin. 2 fois par semaine,
C'est Willy, son frère aîné, qui la dépose ici, avant de rallier son bureau, situé à 2 rues de celui de sa sœur. Je cherchais le travail à quoi pour être le plus proche d'elle. Donc quand il y a des difficultés. C'est quand elle a trouvé le travail que je me suis mis à chercher véritablement. On connaît Michel très bien et on sait que je peux être amené à m'absenter pour m'occuper d'elle obligatoirement. Je peux pas. Michel fait partie de moi. C'est obligé que je cherche du travail en fonction de Michel. C'est pas pénible de venir 2 fois par semaine, la laisser au boulot et puis venir la rechercher? Maintenant, c'est pas pénible. Au début, le temps de prendre la routine, ça peut être un peu compliqué, mais maintenant, non, c'est pas pénible. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression à un moment donné qu'elle te bouffait ton espace? Non, jamais. C'est moi qui bouffe son espace. Trop. C'est moi qui bouffe son espace, jamais. Est-ce qu'elle a été un jour une charge? Non, jamais. C'est plutôt moi qui ai été une charge pour elle, financièrement par là. Ouais, parce que mes études d'expertise, c'est elle qui a payé. Ma certification, c'est elle qui a payé. Donc non, jamais. Elle n'a jamais été une charge pour moi. Donc là, tu as fini, tu vas au boulot? Oui, quand j'ai complètement fini, je peux aller. Passe une bonne journée et puis je fuis. Ok. Bah, merci. Okay. Merci à toi. Merci, Willy. Ce matin, la machine de Michel fait quelques caprices. Mais le problème est très vite réglé. Il semble que je ne l'ai pas arrêté de manière correcte. Donc là, le disque a quelques soucis. Mais j'ai appelé Romanus. Oui, il travaille à l'informatique. Dès que j'ai un problème, je l'appelle. Il est assez propre. Il court, il vient régler. En fait, le gros de mon travail, c'est tout ce qui est communication digitale, la gestion des réseaux sociaux, la gestion du site internet, la mise en œuvre des stratégies de marketing digital et pouvoir informer les internautes sur nos différents produits d'assurance. Bon, à côté de ça, je m'évertue aussi à développer mon portefeuille client, donc à vendre des assurances, à proposer nos produits auto, habitation, santé, tout ce qu'on peut proposer comme produit d'assurance. Après cela, la journée suit son cours normal. On reste vraiment dans l'aspect vente. Oui. Directement comme ça, quand quelqu'un écoute, il sait déjà directement de quoi il s'agit. Ok, d'accord. Et pour le programme, je voulais qu'on fasse une sorte de billboard sur l'assurance multirisque habitation. J'ai parlé avec Molly pour que vous voyez sur le site si on peut faire une cotation multirisque habitation et que ça soit comme dans le front office. Pas les mêmes, qu'il n'y ait pas de différence. Oui, okay. Qu'il n'y ait pas de différence. Okay. Honestly, it's not particular. Michelle makes it very easy to work with her. She respects deadline. She's very opinionated. You know, she will give you a lot of options if you ask her. We work a lot with communication and marketing, so it involves a lot of brainstorming. She's very good. She's very good with words, so she does a lot of the write up down, but nothing particular. But for the fact that she cannot be here most of the time, which is not really required, she gets the job done. I think she's the kind of colleague that everybody dreams of. Having personal relationships is usually difficult, especially in the workplace, but getting work done without, especially not having to see the person is the best. Getting the work done. With Michelle, you can always guarantee that she'll meet your deadline and she'll give you what you expect. So she's the ideal colleague, I would say. Comment t'es arrivé à Zénith? Je pense en 2018, Camille Ono. Je l'appelle ma sœur de cœur. Elle décide de faire un post où elle me présente et elle dit
ok, je cherche du boulot. Et le poste a fait son chemin sur les réseaux sociaux. 2 ans plus tard, je reçois un mail de Zénith qui me demande de venir avec mon CV. Et donc, je fais mon CV toto. Je viens, je le dépose. Je crois 2 semaines après, on m'a appelé pour un entretien. Je suis venue, j'ai passé mon entretien. On m'a pris d'abord en stage. Et après mes 6 mois de stage professionnel, j'ai signé CDI direct. C'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que tu as reçu des frustrations vu ton handicap? Oui, une en particulier. Je ne sais pas si je vais dire qu'il m'a blessée ou qu'il m'a renvoyé mon handicap en plein visage. Quand je postulais, je ne précisais pas que j'ai un handicap. Et d'ailleurs, une structure de la place qui m'appelle, CV intéressant, et tout. Est-ce que vous pouvez venir tel jour pour l'entretien? J'étais à Bafoussam. L'entreprise était à Douala. Je lui ai demandé si je pouvais être là le lendemain. Et je dis, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc, je ne suis pas dans la ville. Et pour me déplacer, c'est un peu difficile. Parce que je suis une personne à mobilité réduite. Je crois que ça a fait un peu un choc à la dame. Elle a compati, on va dire ça comme ça. Elle m'a dit, ok, ils vont me rappeler. J'ai attendu, je crois, 2 semaines. Et j'ai pris sur moi de les rappeler. Et j'étais blessée parce que, sans m'avoir vu, sans m'avoir fait passer un entretien, sans avoir jugé de mes compétences, tout ce qu'on m'a dit, c'est tenant compte du fait que j'avais un handicap, ça pouvait être difficile, les aménagements nécessaires. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'avaient plus donné suite. Ça m'a assommé. Ça m'a assommé. Au-delà de la stabilité financière, ce travail me donne. Déjà, ça me permet de mieux m'insérer socialement. Parce que, comme je disais, avec la rédaction web, je gagnais parfois beaucoup, mais je travaillais exclusivement de la maison. Donc, coupé de quasiment tout le monde. Et c'est un peu le piège du handicap parce que si tu restes trop dans ce monde du handicap, tu oublies qu'il y a une autre normalité en dehors de la tienne. Donc, d'avoir un travail me permet déjà de mieux m'insérer socialement. Ça contribue à mon épanouissement. Et pour être honnête, je pense que ça me protège aussi des prédateurs, comme j'aime à les appeler. Pourquoi je dis ça? Dans les activités de l'association, comme je t'ai expliqué dernièrement, je m'intéresse particulièrement aux droits sexuels et reproductifs. Quand tu rencontres une dame qui te dit, une femme en situation de handicap, j'ai accepté d'avoir des relations sexuelles sans protection parce que c'était la condition pour qu'il me donne un peu d'argent. Ça choque quand même. Et donc d'avoir un travail, ça me protège de ça. Travailler et être respecté, ça n'a pas toujours été ainsi. Finalement, le travail protège des prédateurs, ceux-là même qui profitent des handicapés pour abuser d'elles. La journée de travail de Michel s'achève, tout comme notre aventure avec elle. Mais hors de ces murs, la lutte pour le respect des droits sexuels et reproductifs des femmes handicapées continue. Elle continue pour Angéline, qui rêve de voir tous les étudiants en situation de handicap bénéficier des mêmes opportunités que leurs camarades de valide. Elle continue pour Komi dans les salles de conférence et sur les médias, pour que les femmes en situation de handicap soient reconnues comme des femmes
qui ont droit à une vie sexuelle comme toutes les autres femmes. Elle continue pour Emmanuel, pour que cessent les viols, autres violences et abus sexuels sur la femme en situation de handicap. Elle continue également pour Christelle, qui ne veut plus voir les jeunes filles handicapées exclues du système scolaire. Alors, merci à toutes d'avoir supporté le temps que ça a pris. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je l'espère. Alors, pourquoi j'ai fait ce documentaire et pourquoi j'ai choisi de le projeter ici? J'aurais pu venir avec des histoires de femmes en situation de handicap et vous les raconter. Mais je ne pense pas que ça vous aurait plongé dans ce qui est leur quotidien. C'est pour ça que j'avais tenu à faire ce documentaire qui a été soutenu par UAF. Je vous remercie. Alors, on s'est beaucoup accentué sur les questions de droits sexuels et santé reproductive, mais c'est une problématique qui est liée à d'autres problématiques, à l'éducation, à l'insertion professionnelle, à l'épanouissement de la femme. Ce reportage aussi, c'était une manière de dire que nous sommes oubliés. Nous menons des combats, mais je pense qu'ils ne portent pas forcément parce qu'ils ne sont pas soutenus par les autres féministes, par les autres organisations de défense des droits des hommes. Nous restons, comme je le disais hier, nous restons exclus. Alors, est-ce qu'on peut parler de mouvement féministe ensemble quand certaines catégories continuent d'être mises de côté? Est-ce qu'on peut parler d'égalité quand certaines catégories continuent d'être mises de côté? La faute à qui? À nous, les associations de femmes en situation de handicap? Je ne sais pas. La faute à qui? À vous, les autres féministes, les autres activistes qui ne pensaient pas forcément à nous intégrer dans vos actions. Il y a probablement parmi vous certaines qui se battent pour les femmes victimes de violences. Est-ce que dans vos actions, vous pensez à nous? Il y en a qui se battent pour les femmes rurales. Est-ce que dans vos actions, vous pensez à nous? Il y en a qui mettent l'accent sur les questions de changement climatique. Est-ce que vous pensez que le changement climatique a un impact sur nous? Il y en a qui se battent pour les femmes, les déplacées, les femmes vivant dans des zones de conflit. Est-ce que vous pensez à nous, surtout qu'au Cameroun, actuellement, dans le nord et le sud, c'est des zones en conflit. Et je vous promets que les femmes en situation de handicap, elles vivent des situations difficiles. Il y en a qui sont violées et qui ne peuvent pas s'exprimer. Il y en a qui perdent leur domicile et qui ne peuvent pas s'exprimer. Nous sommes là. Nous sommes des femmes comme des autres. Mais est-ce que vous pensez à nous? Et donc j'ai voulu qu'on se retrouve ici parce que, comme je dis,
Peut-être le temps vient de nous, je ne sais pas. Peut-être le temps vient de vous, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour créer une véritable synergie, pour qu'on soit vraiment ensemble, pour que vous puissiez amplifier nos voix, pour que vous puissiez nous intégrer dans vos combats? Qu'est-ce qu'on fait, j'ai envie de dire? Je vous pose la question. Merci beaucoup. Alors, en fait, on est déjà en train de grignoter sur la prochaine session. Donc, j'essaie de négocier avec celle qui doit modérer la prochaine session. Donc, je vais juste nous prier d'être très, très, très brève. Mais toutefois, comme c'est moi qui ai le micro, je vais commencer, si vous permettez. Je ne sais pas si vous permettez, mais j'ai envie de vous faire un câlin, si c'est possible. Merci énormément parce que j'ai une âme de militante et d'activiste, de m'excuser, de demander pardon. Je suis vraiment désolée parce que je me rends compte de combien de fois je suis une militante, je suis énormément sur le terrain, je suis dans des associations, je fais mon parcours, mais je me rends compte de combien de fois j'ai jamais vraiment fait attention à la situation, aux femmes en situation de handicap. C'est vrai qu'occasionnellement ou dans des projets ou de certaines raisons, on s'intéresse. Et je travaille, par exemple, dans mon projet à Roissy, je travaille avec MIF, par exemple, des femmes en situation de handicap en Haïti. Mais je me rends compte de combien de fois on a, en tant que féministe, en tout cas, je parle pour moi, jamais vraiment penché sur la chose et ça me... Vraiment, merci à vous et désolée. Et moi, j'aimerais aussi savoir, est-ce que ce film est disponible, je ne sais pas, sur YouTube ou par quel moyen pour qu'on le mette en avant le plus possible? Je ne sais pas si vous pouvez répondre ou je donne à 2, 3 intervenants. OK. Alors, on va être très, très bref, s'il vous plaît. Alors, je peux voir toutes les mains. 8. Mais c'est énorme. Et elle va répondre quand 1 minute. Vous faites plus d'1 minute, je coupe. Désolée. Bon, je vais essayer d'abréger. Déjà dire mon ressenti par rapport au film. Vraiment bravo parce que ça a fait ressortir les différentes problématiques qui se posent notamment en termes d'inclusion sociale. Alors moi, je représente le réseau des femmes africaines leaders pour la paix et le développement, qui est membre du réseau francophone, qui est coordonné par le professeur Ndioro Ndiaye. Alors, en parlant d'inclusion sociale, c'est quelque chose à travers laquelle nous, on s'active effectivement. Si je prends au plan personnel, j'ai une fille qui est autiste. Donc, je sais ce qu'est le handicap, je sais les craintes que ça entraîne au plus profond de nous. Par contre, ce que j'ai envie de dire, quand j'ai regardé le film, il y a un terme qui m'a un peu frustrée, c'est-à-dire femme handicapée. Aujourd'hui, ce terme-là, il a évolué. On parle de personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que quand on remet le contexte au niveau du handicap, en disant cette personne est handicapée, ça restreint la personne. Et l'autre point que j'ai souligné, c'est quand on parle de personnes normales et de personnes handicapées. Il n'y a pas de barrière, en fait. Il n'y a pas la personne qui est normale, la personne qui est en situation de handicap. Il y a la personne tout court. Et ce que moi, j'ai envie de dire, c'est que les 2 points sur lesquels vous nous avez interpellés, sur est-ce qu'on pense à vous, qu'est-ce qu'on fait, etc., je pense que ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire,
quand on voit le mouvement des féministes en général, qui est composé d'organisations, d'associations, on a malheureusement l'habitude d'aller en rang dispersé. On parle très rarement de convergence, de solidarité, et pourtant c'est un point important. Que l'on soit en situation de handicap ou non, il est nécessaire d'aller ensemble, de faire front ensemble et de se battre ensemble. Et de gagner ou de perdre ensemble, parce qu'on ne gagne pas à tous les coups. Et de la même manière, ce que j'ai envie de dire, c'est que le combat que vous portez aujourd'hui, il ne faut pas le restreindre aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, si je prends le cas des personnes qui sont victimes de violences, à la fois physiques, mentales. 30 secondes. D'accord, j'abrège. À la fois physique et mentale, on est toutes concernées. Il n'y a vraiment, aucune différence entre celle qui est en situation de handicap et celle qui ne l'est pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut faire bouger les lignes. Rassemblez-vous autant que vous pouvez et rassemblons-nous surtout. En tout cas, nous, au niveau du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, qui est porté par l'Organisation internationale de la francophonie, nous serions honorés et très heureuses de vous accueillir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous allez lever la main. Une minute. Madame Michel, merci beaucoup pour l'élément. Et dans qualité de psychologue, j'étais très heureuse. Heureuse de vous voir raconter tous ces événements traumatiques, mais dans le sourire. Ce qui me réjouit de tout cœur et qui montre votre capacité de résilience à pouvoir raconter tout ça dans le sourire. C'est la preuve déjà d'une guérison. Merci infiniment. Basculer dans le handicap, c'est très rapide. Hein? C'est très, très rapide. J'ai fait 6 mois sans me lever et sans marcher et j'ai vu toutes les difficultés autour. Et après, j'ai appris à marcher. Et je suis debout et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai eu la chance de travailler sur l'atelier avec les handicapés visuels et je veux revenir sur ce que ma consoeur a dit tout à l'heure. Les personnes portant un handicap, c'est vrai que c'est la thématique en vogue, mais elle a changé cette thématique. On dit les personnes handicapées et elles acceptent. La dernière fois, j'étais à un atelier avec un président des personnes handicapées au Bénin, dans la commune de Niki, et qui nous a dit non, mais pourquoi avez-vous peur de 10 personnes handicapées? Nous sommes des personnes handicapées. Et je suis déjà dans la danse de l'inclusion, dans la danse de lutter pour l'inclusion des femmes handicapées, et je vous ferai le retour de tout ce que j'aurai à faire sur le terrain et partager avec vous. Merci. Vraiment, merci. Et ensemble, on est encore plus fortes. Merci. Merci. Je vais finir cette rangée. Non, vous avez levé la main. Alors, Michel, merci beaucoup. Je veux dire que souvent, lorsqu'on parle de handicap, c'est lorsqu'on n'est pas souvent touché. Moi, j'ai ouvert les yeux il y a 1 an parce qu'un de mes collègues était aveugle. On a eu à faire une action ensemble. Et je me suis rendu compte que je ne m'étais pas vraiment rendu compte que ces personnes avaient des problèmes particuliers. Et déjà, comme elle a dit tout à l'heure, on s'excuse peut-être de ne pas vous inclure, mais moi, depuis que j'ai ouvert les yeux dans toutes mes activités, quand je parle de personnes handicapées, c'est tout le monde. Je travaille avec des femmes sourdes, je travaille avec des personnes aveugles. C'est pour dire qu'on essaie d'inclure tout le monde. Et lorsqu'on parle aussi de violence, moi je travaille principalement sur les violences faites aux femmes. Je ne demande pas si tu es handicapé ou on s'occupe de tout le monde. Donc je pense que les féministes aussi, chacune dans l'optique de parler d'intersectionnalité, sont en train d'intégrer ça. Même si ce n'est pas encore visible, chacune fait son effort. Et Michel, je veux vous dire que je suis fière de vous connaître. Je vous ai connu à l'aéroport et déjà ça m'a touchée. Et quand j'ai vu les rampes partout ici, je me suis dit merci beaucoup à WC de penser à toutes ces personnes-là. Merci. Madame, très rapidement. Merci. Je suis tellement émue du côté de la famille.
Et vraiment, félicitations et mes encouragements. Et vous nous avez aussi fait ouvrir les yeux pour vos implications. Et bravo à vos frères et bravo aux familles qui soutiennent nos fils et nos enfants qui ont une situation de handicap. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toutes, je vous salue. Je salue notre sœur qui a su parler et vraiment un visage découvert. On a tout vu, on a tout entendu. Merci pour cela. Je voudrais dire que on est en train de lutter contre l'exclusion des personnes handicapées. Moi, je viens du Bénin. Donc, je fais partie d'une association, d'un réseau d'associations de personnes handicapées, aussi bien femmes que... et présentement même, on est en train de faire depuis le 17 novembre jusqu'au 17 décembre prochain, le mois de l'inclusion, le mois de la joie et de l'inclusion des personnes handicapées. Et nous sommes en train de nous battre pour que ça se passe bien. Donc, ne craignez rien. Déjà que vous êtes dans un réseau où on parle du féminisme et qu'on a déjà pris tout ça en compte, ça veut dire que vous êtes pris en compte. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je m'étais rapprochée de vous et à la suite, je vais vous voir pour en parler plus. Merci pour... Merci, madame. Merci déjà pour ces films. En tout cas, ça a parlé. Il y a des choses qu'on ne peut plus revenir parce que ça a parlé. Mais je peux parler de la partie justice, donc justice climatique ou tout ce qui est action climat, parce que c'est notre travail. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses de ces côtés-là qui ne sont pas encore faits et en tenant compte de personnes vivant avec handicap. Comme je l'ai souligné, c'est que nous travaillons dans des zones rurales. Et bon, dans ces zones-là, c'est encore quand une femme a un enfant comme ça et la cache, tu vois. Ou bien, donc c'est pas encore trop... Les femmes, elles ne sont pas encore ouvertes sur mettre leurs enfants, les enfants, et ou bien elles-mêmes, aux vies, aux yeux de tout le monde, parce qu'elles sont encore traumatisées, je vais dire ça comme ça, ou bien elles ont encore un peu plus de complexe. Mais quand même, il y a déjà du travail qu'ils sont en train de faire de ces côtés-là. Et les gens sont en train d'aller vers cette catégorie. Répéter. Mais il y a peut-être une question auquel peut-être toute personne présente ici pourrait un peu réfléchir, c'est d'aller vers personnes vivant avec handicap pour savoir de quelle manière, parce que par moment ça vient et de la façon qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse vraiment le considérer. C'est vraiment un appel que moi, je lance, que vous n'avez pas bien explicité, que les gens aillent d'abord vers vous, récupérer ce que vous voulez exactement avant de vous proposer des choses. Merci beaucoup. Merci. Michel, waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette vidéo. Je pense qu'on a tous dit, on a toutes dit. On est très émus. Merci de nous avoir ouvert votre intimité. J'imagine que ça a dû demander beaucoup de processus de réflexion pour dire vraiment est-ce que je vais laisser l'audience, parce qu'on ne maîtrise pas l'audience qui va voir cette vidéo, l'audience, peut-être la terre entière pour voir mon intimité. Franchement, merci beaucoup. Et ma question est en lien par rapport à ça, c'est juste technique. Est-ce que vous avez des capsules de 30 secondes, parce que 50 minutes, 40 minutes, c'est rare, que de 30 secondes, de 15 secondes, de 1 minute, est-ce que vous avez ces formats-là pour partager afin qu'on voit, parce que tout le monde doit voir ça. Nous, on ne mérite pas de voir ça, certes, mais maintenant, tout le monde doit voir ça, doit voir, parce que des fois, on ne réalise pas les difficultés, les étapes pour que vous soyez à cet instant-là pour plaider pour les autres femmes et pour vous-même. Merci infiniment. Merci.
Merci beaucoup, Michel. En tout cas, on a attendu de merci. On a rempli cette salle de merci parce que vous êtes une fille exceptionnelle. Moi, je travaille dans mon pays. Je suis dans la même région que Crispine en RDC. Je travaille avec les personnes vivant avec handicap parce que j'avais une grand-mère handicapée et on savait combien c'était. La majorité de familles qui ont surtout des filles vivant avec handicap, on les cache dans la maison. On pense que si on les laisse exposer, elles vont tomber enceintes et tout. Et donc, réaliser un film qui parle de la santé sexuelle et reproductive de la femme handicapée, vraiment, vous venez de nous inspirer et nous vous encourageons pour cela. Et je sais bien, on s'est déjà approché, on va continuer à collaborer ensemble pour qu'on puisse voir comment faire les jumelages, même en ligne avec la nouvelle technologie, parce qu'au moins dans notre pays, on a essayé d'approcher les personnes vivant avec handicap, savoir ce qu'elles veulent réellement. Le besoin, il est énorme. Il y a ceux qui veulent être vraiment autonomes dans tout le plan financier, intellectuel et tout. Et donc, le travail, il est grand et je suis sûre qu'à travers ce genre de forum, nous allons continuer tous en tant qu'activistes à prendre cela au sérieux pour aider les personnes vivant avec handicap. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous laisser réagir. Alors, merci pour toutes vos réactions et merci pour vos merci. S'agissant de la question de savoir si le film est disponible sur YouTube, pas encore. Les premières. Oui, il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disponible sur YouTube, mais on le fera. Donc, à partir de ce moment-là, je pourrai vous communiquer le lien. Au sujet des capsules, on n'y a pas pensé, mais on va y penser et je pourrais vous les faire parvenir. Je ne sais pas s'il y a des... Je pense que c'était tout. Votre mot de fin peut-être Mon mot de fin, c'est... Considérez que nous sommes des femmes comme vous. Venez vers nous et laissez-nous venir vers vous. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je vais encore dire. On a fini. Merci. On doit libérer la salle parce qu'il y a une autre session. Voilà, oui. Merci beaucoup et à tout à l'heure.